Bonjour, alors aujourd'hui on va visiter ou revisiter un exercice classique qui se décline en licence, en master, en classe prépa aussi, et bon, que tout étudiant en maths a vu ou verra un jour. C'est un exercice sur le commutant. La chose est simple, soit U un endomorphisme d'un K-espace vectoriel E, de dimension finie évidemment, et on appelle le commutant de U, dont on a parlé sur la chaîne récemment, l'ensemble des V dans L de E tel que V rond U égale U rond V, l'ensemble des éléments qui commutent avec U, et qui est un sous-espace vectoriel évidemment. Il faut montrer que la dimension de ce commutant est supérieure à la dimension de E, que je vais appeler N une fois pour toutes, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Alors, il est intéressant, il n'est pas évident, il n'y a aucune méthode vraiment évidente comme quoi c'est supérieur ou égal à N. On va décliner ça avec une méthode algébrique qui commence par corps algébriquement clos, puis corps quelconque, qui se subdivise comme ça. Je conseille de commencer quand le corps est algébriquement clos, donc bon, sur C. Il y a une méthode topologique. On travaille sur C, puis voilà. Et puis, quand on a des connaissances de master, il y a une méthode très directe de combinatoire algébrique avec une formule. Voilà, alors c'est pas interdit que vous essayiez à cet exercice, et puis peut-être que vous trouverez une méthode personnelle, qui sait. Alors on va commencer par la méthode algébrique, qui demande dans le cas algébriquement clos uniquement, non pas uniquement, disons deux choses, la formule du rang et le fait que tout endomorphisme est trigonalisable quand on est en algébriquement clos. Bon, si vous préférez penser C, on est dans le corps des complexes. Alors donc, U est trigonalisable, puisque son polynôme caractéristique, évidemment, il est scindé, puisqu'on est sur un corps algébriquement clos. C'est ça le but. Et donc, il existe une base sur laquelle la matrice de U est triangulaire. Donc, finalement, se demander quelle est la dimension de comme U, ça revient à se demander quelle est la dimension de l'espace des matrices M qui commutent avec cette matrice T, évidemment. Ça, c'est l'isomorphisme entre l'algèbre L de E et l'algèbre des matrices carrées, une fois qu'on a fixé une base, bien connue. Donc, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas perdu, on a un isomorphisme, on n'a pas perdu de dimension, donc la dimension de cet espace, c'est exactement cette dimension-là, et c'est la dimension cherchée, la dimension de comme U. On va voir ce comme T comme un noyau. Oui, regardez l'endomorphisme de Mn de K, que je vais appeler phi, qui à M associe Mt moins Tm. Il est évident que c'est linéaire, donc c'est un endomorphisme, et que ce que l'on cherche, c'est la dimension du noyau. Donc on va regarder déjà le rang, par la formule du rang. Mais on a quelque chose qui est très particulier, il y a quand même une petite astuce, un truc sympa là, c'est on peut regarder ça sur le restreindre à Tn de K. Alors Tn de K, c'est le sous-espace des matrices triangulaires supérieures, d'accord, de Mn de K. Bien. Eh bien, quand on multiplie des matrices triangulaires supérieures, quand on multiplie à droite ou à gauche, comme ça fait encore des matrices triangulaires supérieures. Donc ça fait que ça devient un induit, c'est-à-dire vraiment un endomorphisme de Tn de K. On va de Tn de K dans Tn de K. Et mieux, ici, quand on regarde les diagonales, ici, elles sont égales de Mt et la diagonale de Tm, c'est le produit de la diagonale de M par la diagonale de T. Et ici, pareil. On est sur un corps commutatif. Donc, ça veut dire qu'en faisant la soustraction, ça s'annule, ce qui fait que l'image de cet endomorphisme-là, cet endomorphisme induit, est inclus dans le sous-espace des matrices strictement triangulaires supérieures. Voilà. Donc là, j'applique la formule du rang,
Donc on en déduit que le rang, d'accord, de l'induit est inférieur ou égal à la dimension de Tn de k moins n. Voilà. Donc finalement, par la formule du rang, la dimension du noyau de l'induit est supérieure ou égale à n. Voilà, tout simplement, c'est la formule du rang. Mais maintenant, regardons au niveau du phi, évidemment que le noyau de phi contient le noyau de sa restriction, et donc va être supérieur ou égal à n. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, puisque ker phi, c'est égal à com t, et c'est isomorphe, évidemment, à com u. Très bien. Alors maintenant, on va voir que ce n'est pas tellement plus difficile, avec juste un théorème supplémentaire, de l'obtenir pour k quelconque. Alors maintenant, on va montrer le résultat sur un corps quelconque en utilisant le résultat algébriquement clos. Alors ici, ça va demander encore deux ingrédients. D'une part, que tout corps peut se plonger dans un corps algébriquement clos, quelque chose qui est bien connu, donc pas grand monde connaît la preuve parmi les étudiants, mais tout le monde l'utilise, alors bon, on va l'utiliser. Et que le rang d'une matrice est indépendant de l'extension. C'est-à-dire que quand on considère le rang d'une matrice à coefficient dans K et qu'on calcule son rang, si on la considère comme une matrice à coefficient dans une extension, dans un corps plus grand, L, eh bien, le rang sera le même. Voilà. Alors, juste un petit mot pour la preuve de ce dernier résultat, c'est que le rang d'une matrice, c'est la taille maximale d'un mineur de la matrice qui est non nul. Donc non nul, si on a un mineur non nul dans K, dans L, il sera non nul. C'est le même 0 et le même non-zéro qu'il y a dans K et dans L. Voilà. Donc c'est tout simplement, ça vient justement de cette propriété quand même, qui est bien connue, qui est au programme. Et donc je vais partir d'une base B0 à la matrice de U dans la base B0. La base B0 est quelconque. Là. Et phi A, l'endomorphisme de commutation, ici, comme tout à l'heure. Ce qui fait que, comme tout à l'heure, la dimension de com U, c'est la dimension de ker de phi A. Et donc c'est N2 moins le rang de phi A. Très bien. Et maintenant, je rappelle que, justement, ce résultat, je prends une matrice quelconque, mais cette fois-ci, je l'ai mise de taille M. M, ici, ça va être N2. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça va prendre la place de la matrice de phi A, B, ici, hein, dans la base canonique, par exemple. Donc, ici, je prends une matrice, eh bien, son rang vu dans K est égal à son rang vu dans L, où L, c'est un corps qui est plus grand que K. Voilà. Alors ça, bon, je vous ai expliqué pourquoi ce rang-là était le même. Ce qui va faire que maintenant, quand je vais considérer phi A tilde, donc c'est une extension en quelque sorte hein, de phi A, qui va de Mn de K bar dans Mn de K bar, qui a M, cette fois-ci dans Mn de K bar, associe MA moins M, parce que A, il est là-dedans, donc il est forcément là-dedans, donc ça c'est bien défini. Eh bien, j'affirme que la dimension de ker de phi A tilde, la dimension vue sur le corps K bar, c'est égal à la dimension de ker de phi A vue sur le corps. Voilà. Pourquoi? Parce que phi A et phi A tilde ont, dans une certaine base, la base canonique, hein, la même matrice, et le rang donc, ne change pas. Et le rang de cette matrice mesure exactement le rang des endomorphismes en présence. Donc, on a cette égalité, là. Maintenant, le principe de conjugaison-translation que j'essaye toujours de faire passer sur cette chaîne, hein, qui est un principe important. A, puisque maintenant on est dans K bar, eh bien A est trigonalisable, puisqu'on a un corps algébriquement clos, A égale P, T, P-1, où P, évidemment, c'est dans GL de K bar, GLN de K bar.
Ce qui fait que ker de phi a tilde, c'est le produit de P, qui est fixé, hein, fois les éléments de ker de phi t tilde. Hein. Effectivement, vous voyez que si on a un élément de ker de phi t tilde, ici, et qu'on le multiplie par P, ici, bah, ça va faire un élément de ker de phi a. Et inversement, comme P est inversible, c'est facile de voir la réciproque. Bien. Ok, donc maintenant, tout est là. Hein. On a la dimension de ce noyau qui est égale à la dimension de ce noyau, mais comme on a multiplié par une matrice inversible, eh bien la dimension ici de cet espace, c'est exactement la dimension de cet espace, donc cette dimension-là est égale à cette dimension, et ça, on a vu tout à l'heure, c'était supérieur ou égal à n, donc on a notre résultat. Voilà, on a terminé la preuve algébrique, maintenant on attaque une petite preuve topologique. On attaque tout de suite la preuve topologique. On est sur C. Et sur C, on a ce résultat que l'ensemble des matrices que je note des zéros de C, qui sont diagonalisables à valeur propre distincte, est un dense de Mn de C. Voilà. Bon. L'explication, vous pouvez le trouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie, chapitre 3. On prend A. Il est trigonalisable, on est sur C, hein, d'accord. Et sur la diagonale, il peut y avoir des éléments égaux qui nous empêchent d'affirmer que la matrice est diagonalisable. Et donc dans des zéros de C. Eh bien, avec des epsilon, aussi petits qu'on veut, on arrive toujours, hein, on arrive à s'en convaincre en tout cas comme ça, mais après il faut le faire plus précisément, on arrive toujours à se débrouiller en ajoutant des toutes petites choses, à ce que sur la diagonale, il n'y ait que des éléments 2 à 2 distincts. Voilà. C'est facile à dire, peut-être un peu moins facile à faire, mais quand même on arrive à s'en convaincre facilement. Alors à partir du moment où on voit les valeurs propres d'une matrice triangulaire sur sa diagonale, eh bien on voit qu'elles sont distinctes, et donc cette déformation, cette petite déformation infinitésimale de A, elle se retrouve dans des zéros de C, et on a une suite de matrices, comme ça, on crée une suite de matrices de D zéros de C qui tendent vers A. Alors maintenant, on va avoir besoin d'un deuxième ingrédient, c'est la semi-continuité inférieure du rang. Le rang n'est pas une fonction continue, hein, de Mn de C dans N. Ben non, le rang, par passage à la limite, ben il dégénère. Il ne peut jamais être plus grand, mais il peut devenir, en revanche, plus petit. Par exemple, vous prenez la matrice diagonale avec que des epsilon, et vous faites tendre epsilon vers 0, ben vous passez de matrice de rang n à une matrice de rang 0, de rang nul. En revanche, ça ne pourrait pas aller dans l'autre sens. On ne pourrait pas avoir une suite de matrices de rang nul qui tend vers quelque chose de rang ne serait-ce que 1. Bon, voilà. Eh bien, le rang, c'est comme ça. Ça devient, par passage à la limite, ça dégénère, ça devient plus petit. Donc là, vous le voyez, ça, par exemple, dans le chapitre 1 de Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. Bon, alors maintenant, après cette autopromo, prenons une matrice D qui est diagonale, d'accord, avec les éléments sur la diagonale 2 à 2 distincts. Comme D, c'est facile de voir que ça va être des matrices diagonales, hein, avec les lambda i dans C. Déjà, c'est facile de voir que ça commute avec ça, évidemment, c'est évident, mais dans un autre sens, bah, il faut dire que tout élément du commutant respecte les sous-espaces propres. Et là, les sous-espaces propres sont de dimension 1, tous, parce que c'est 2 à 2 distincts. C'est les DI, les valeurs propres. Et la base canonique, chaque élément de la base canonique engendre une droite propre. Bon, donc ici, il faut respecter cette droite propre, donc ça devient diagonale. Voilà. Ce qui fait que la dimension de com D, c'est n, d'accord? Voilà, donc déjà, c'est un premier résultat. Maintenant, on prend A dans Mn de C, AM qui tend vers A, avec AM dans D0 de C. Donc, j'affirme que la dimension de ker de phi AM, c'est la dimension de ker de phi D, avec les notations précédentes. Oui, normal, c'est le principe encore de conjugaison-translation, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, on a exactement
les mêmes dimensions de noyau, les mêmes dimensions donc du coup d'image. Et donc, comme ici on a la dimension du noyau qui est égale à n, là ici la dimension du noyau de phi AM est égale à n aussi, et donc le rang de phi AM c'est n2 moins n. Bon, par la formule du rang. Bien, alors maintenant, comme c'est constant, ici, je dis que c'est la limite, d'accord, du rang. De toute façon, c'est une suite stationnaire, ici. Et maintenant, on va faire le passage à la limite. On va échanger rang et limite. Et là, c'est ce qu'on a dit. À la limite, ça ne peut devenir que plus petit. Donc ça, c'est plus grand que le rang de limite de phi de AM. Limite de phi de AM, comme AM tend vers A, oui, phi AM va tendre vers phi A, ça c'est assez clair. Et donc, on retourne sur notre noyau de phi A, ce qui va nous donner la dimension comme A, c'est-à-dire la dimension du noyau de phi A. Ça va être n2 moins le rang de phi A, par la formule du rang, et donc d'après ça, ça va être supérieur ou égal à n. Voilà, c'était une preuve topologique. C'est plutôt au niveau master qu'on voit ça, et je vous conseille de regarder sur le chapitre 1 et 3 de Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Et maintenant, on est parti sur un petit épilogue combinatoire. Voilà un petit résultat qui utilise la combinatoire des tableaux de Young, et un résultat de M2 sur la dimension du commutant qu'on a vu récemment sur cette chaîne. Tout sur le commutant, deuxième partie, si vous voulez la retrouver. Alors, ici, on associe à U des polynômes invariants de similitude PI. Voilà. Bon, juste pour la petite histoire, les PI se divisent tous entre eux, hein, et le plus grand, c'est le polynôme minimal de U. Donc c'est toute une déclinaison du polynôme minimal, finalement, qu'on définit. En gros, on a un polynôme minimal de U, on va avoir un élément x dans E qui va réaliser le polynôme minimal, dont le polynôme minimal local, ça va être le polynôme minimal, et cet élément, il engendre un sous-espace stable qui possède, grâce à une propriété, un supplémentaire U stable. Voilà. Et donc, ce supplémentaire, il va créer un induit, parce qu'il est stable, il va posséder un polynôme minimal, et là, ça va être le P2, etc., etc. On continue comme ça par récurrence. Donc ça, c'est le théorème de Frobenius. Voilà. Et on regarde le degré de ces polynômes DI, et un résultat dit que la dimension du commutant, je l'appelle comme, il faudrait que je sois logique avec moi-même, c'est la somme des carrés des DI étoiles. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la combinatoire des tableaux de Young. On va écrire les DI comme ceci, en colonne avec des tableaux de Young. Là, ici, j'ai pris 7, j'ai 7 cases, 6, 3, 3, 3, 2, 1, 1. D'accord? C'est des espèces de meubles Ikea, sur lesquels on peut ranger des bases, et c'est comme ça qu'on se débrouille. Mais pour l'instant, vous le voyez juste comme des empilements de cubes. Et on regarde la dualité des tableaux de Young, c'est de regarder le dual ici, et on va compter le nombre de lignes. Alors ici, les DI, on a dit c'est 7, 6, 3, 3, 3, 2, 1, 1, d'accord, voilà, 1. Et ça veut dire qu'on est dans un espace de dimension n égale 26. Bon, on va regarder maintenant juste les lignes. On va regarder la plus grande ligne qui est celle du bas, c'est 8, 6, 5, 2, 2, 2, 1. Hein, 8, 6, 5, 2, 2, 2, 1. Voilà. Et la somme, évidemment, vous pouvez vérifier, c'est encore 26. Voilà. Eh bien, la dimension du commutant, c'est la somme de ces DI étoiles carrées. Mais DI étoiles carrées, c'est des nombres positifs. Donc DI étoile carré, comme c'est des entiers positifs, ça vérifie toujours que c'est supérieur à DI étoile. Un entier positif quelconque vérifie n carré est supérieur ou égal à n. Bien. Donc la dimension de ces U est supérieure à la somme des DI étoiles. Et là, la somme des DI étoiles, évidemment, c'est n. Voilà. Alors bien sûr, ça demande de connaître des choses, mais avec cette formule, on arrive à étudier le cas d'égalité. Voilà. Quand c'est ce qu'on a égalité, et on va retrouver le cas d'égalité uniquement quand DI étoile est égal à 1.
Ici, quand on a l'égalité partout, comme les DI étoiles, c'est pas zéro, hein, c'est jamais zéro, bah, il faut l'égalité, et l'égalité, bah, c'est pour DI étoile égale 1 partout. Donc 1 partout, pour les DI étoiles, ça veut dire qu'on a un tableau de Young comme ceci. Et donc ça veut dire qu'on n'a qu'un seul polynôme invariant de similitude, c'est le cas de l'espace cyclique. Voilà, on va s'arrêter là, hein, et pour cet exercice classique qui se décline à tous les niveaux.